Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut national d'histoire de l'art pour ces 37e Journées européennes du patrimoine qui ont pour thème « Apprendre la vie ». Alors aujourd'hui sur ce site, puisque l'INHA compte 2 sites, la salle Labrousse dans laquelle vous êtes installés aujourd'hui et la galerie Colbert qui se trouve à quelques pas d'ici, sur ce site vous pouvez voir une exposition sur les livres de dessin qui est donc consacrée au thème « Apprendre à dessiner ». Donc n'hésitez pas à faire un tour dans cette exposition après le concours. Et la galerie Colbert est également ouverte. Vous pouvez rencontrer des historiens d'art qui vous présentent leur travail. Mais aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est ce concours, mon master en histoire de l'art en 180 secondes. Nous allons entendre 15 candidates et candidats qui sont toutes et tous inscrits en Master 2, qui ont soutenu ou vont soutenir leur Master 2. Ils et elles sont à l'École du Louvre, à l'EPHE, à l'EHESS, à Paris 1, l'Université Panthéon-Sorbonne, à Paris-Nanterre, à l'Université de Grenoble-Alpes, à l'Université Lumière Lyon 2, à l'Université de Strasbourg et l'Institut catholique de Paris. Donc des représentants d'établissements d'enseignement supérieur variés. C'est avant tout un concours d'éloquence. Donc il s'agit de transmettre, de partager son sujet de recherche au plus grand nombre, de façon claire, concise, engageante, mais en seulement 3 minutes. Et ça, c'est difficile de réussir à être concis, engageant, mais dans un temps très limité. Heureusement, ces candidates et candidats ont bénéficié d'une formation à la prise de parole en public, organisée et offerte par l'INHA, et ils seront jugés par 4 personnalités qui sont juste devant moi. Pauline Chevalier, qui est conseillère scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art, François Quérel, directeur d'études à l'EPHE, Elsa Marguin-Hamon, qui est directrice de la recherche et des relations internationales à l'École nationale des chartes, et Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans. Le ou la candidate qui se verra décerner le prix du jury recevra un chèque d'un montant de 500 €. Mais vous aussi, public, qui nous regardez dans la salle ou peut-être en direct sur le site de l'INHA, www.inha.fr, vous aussi, public, vous pouvez voter pour le prix qui sera remis par les internautes en partenariat avec le quotidien de l'art. Le ou la candidate qui se verra décerner le prix des internautes verra son texte publié, le texte de son intervention publié dans le quotidien de l'art et gagnera 1 an d'abonnement au quotidien de l'art. Et je précise que tous les participants auront 3 mois d'abonnement au quotidien de l'art. Donc, en direct, pendant le concours, vous pouvez voter depuis chez vous ou depuis vos smartphones pour soutenir votre candidat préféré. Attention, je crois que vous n'avez droit qu'à un seul vote, donc choisissez bien et attendez peut-être la fin de toutes les interventions. Nous nous retrouverons ici à 16h pour la remise des 2 prix, le prix du jury de l'INHA et le prix du quotidien de l'art et des internautes. Et je donne tout de suite la parole à Inès Louvel, qui est étudiante à l'Institut catholique de Paris. Sa recherche porte sur la Domus en Gaule narbonnaise, la question des entrées et la relation avec la rue. Bonjour à tous. Pendant mes 2 années de master, mes recherches ont porté sur les entrées et la relation avec la rue de la Domus en Gaule narbonnaise. Cette région, cette province romaine est créée entre 27 et 22 avant Jésus-Christ et correspond donc au sud-est de la France actuelle. J'ai donc étudié le plan des domus, lorsque c'était possible les vestiges de ces demeures urbaines et également le plan général de la ville. Puisqu'en effet, l'un des points importants consiste à comprendre l'implantation de la maison au sein même de la ville. La construction de la maison peut être contemporaine à l'édification de la ville. Dans ce cas, la domus s'intègre pleinement à son environnement. On observe un phénomène d'urbanisation des territoires ruraux au 1er siècle, et dans ces cas-là, la maison doit s'adapter à la nouvelle voirie, au nouveau parcellaire. Ces modifications ont finalement un impact sur l'architecture de la maison et sur ses différents accès. Grâce à la Pax Romana instaurée par Auguste,
on observe les 2 premiers siècles de notre ère sont une période de paix et de prospérité en Gaule romaine. Les propriétaires s'enrichissent et souhaitent donc davantage embellir et agrandir leur domus. L'espace en ville est restreint, mais des possibilités d'agrandissement sont possibles. On peut par exemple observer une fusion de plusieurs maisons ou bien un déplacement de la façade sur une partie de la voie publique après l'accord avec les autorités. Finalement, la voirie et la façade de ces domus sont continuellement en interaction. Dans un second temps, je me suis intéressée à l'étude aux entrées et à l'aménagement extérieur de la façade. Puisqu'en effet, les trottoirs ou bien les portiques en façade ont tendance à harmoniser et à unifier la façade des bâtiments. C'est pourquoi certains éléments, comme une interruption au niveau de l'entrée du portique en façade ou bien un renfoncement de l'entrée, permettent d'indiquer significativement, depuis la rue, l'entrée de la domus. Je me suis ensuite intéressée à l'aménagement intérieur de l'entrée principale, puisque certains propriétaires font le choix d'aménager un vestibule. Celui-ci peut parfois présenter des dimensions importantes, un décor assez luxueux. Et puis enfin, les entrées secondaires qui sont plus éloignées de l'entrée principale et puis qui sont davantage moins mises en valeur, permettent aux propriétaires... Voilà. Je vous remercie. Donc nous passons la parole à Quentin Paris-Dimal de l'EPHE, qui travaille sur Rome et les gemmes de l'Inde d'Auguste au début du IIIe siècle de notre ère. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au mois de juillet, quelque part dans l'Empire romain, sur les bords de la mer Rouge, et vous êtes un marchand grec d'Égypte. Les vents de mousson vous sont favorables, et vous êtes fin prêt à partir vers l'Inde lointaine, au pays du poivre et des pierres précieuses. Dans la société romaine, ces pierres précieuses indiennes sont très prisées, et elles sont utilisées dans la parure, qui est un marqueur social déterminant. Ces pierres, on les incruste dans des matériaux divers comme ornements, on en fait des bijoux, parfois on y représente des dieux, des souverains, des scènes mythologiques, comme dans la sculpture, mais aussi des choses plus spécifiques comme des signes astrologiques. Avec vous et vos homologues arabes ou indiens, monsieur le marchand, ce sont non seulement des marchandises qui circulent, mais aussi toutes sortes d'objets personnels, d'informations et de pratiques. Et je m'intéresse à ces circulations entre l'Empire romain et l'Inde, en considérant la catégorie des gemmes, qui inclut les pierres précieuses et semi-précieuses, mais aussi des perles d'origine animale. C'est un sujet ancien, mais renouvelé par l'essor récent de l'archéogémologie, une discipline qui vise à préciser la provenance des pierres anciennes avec des analyses physiques et chimiques. Je travaille sur des textes grecs et latins, ainsi que sur des données archéologiques variées, mais en prenant le point de vue plutôt gréco-romain pour le moment, ce qui réduit la focale, mais permet tout de même de traiter 2 aspects intéressants. Le premier, c'est les gemmes de l'Inde à Rome en tant que matériau. Dans l'art antique, le matériau occupe en effet une place primordiale dans la manière de percevoir et d'appréhender les œuvres. Et lorsque vous voyez un vase incrusté de pierres précieuses, vous pensez au luxe oriental, aux conquêtes d'Alexandre le Grand ou aux merveilles fabuleuses de l'Inde. Et ça, c'est un signe de grande valeur, ce qu'on voit très bien dans les textes qui parlent des arts précieux. Le second temps de mon travail consiste à étudier les circulations de pratiques, de motifs et de motifs et de techniques en lien avec les pierres ornementales. En Inde du Sud, notamment, on observe des réappropriations de motifs gréco-romains qui sont adaptés à des contextes locaux. J'ai par exemple étudié une représentation de souverain indien qui chevauche un lion exactement de la même manière qu'en Grèce, on voit Dionysos chevaucher une panthère. Donc on a un mode de représentation très proche, mais avec une signification différente. Donc ces gemmes sont pour moi un objet d'étude en soi,
mais aussi une source pour ressaisir les relations entre les personnes et la représentation de l'autre que le commerce contribue beaucoup à façonner. Merci de votre attention. Nous allons maintenant faire un bond dans le temps de 10 siècles pour nous rendre au XIIIe siècle et écouter Luca La Barbera, qui est étudiant à l'Université de Strasbourg, nous présenter l'ancienne collégiale Saint-Thomas et son massif de façade, un chantier du début du XIIIe siècle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour mon mémoire de master, j'ai choisi de travailler sur l'église Saint-Thomas de Strasbourg et plus précisément sur le chantier de sa façade occidentale. Compte tenu du manque de sources textuelles relatives à la construction de cette partie de l'édifice, je n'ai pas eu d'autre alternative que de laisser le monument s'exprimer au moyen d'une analyse à la fois structurelle, spatiale, matérielle et stylistique. Pour comprendre ce chantier de construction, il a d'abord fallu enregistrer et analyser les différentes analyses architecturales, enfin les différents parements, notamment celui-ci qui est constitué de blocs de grès rose, de grand appareil, légèrement nuancés de jaune. On remarque aussi des nuances incontestables stylistiques dans le décor monumental ou dans l'ornementation, témoignant ainsi de l'introduction de nouveaux savoir-faire, et ce, sans changement radical de l'équipe œuvrant à la collégiale Saint-Thomas. On peut aussi constater que ces formes architecturales sont propres au début de l'architecture gothique dans l'espace rhénan et sont propres à la première moitié du XIIIe siècle. Ensuite, l'analyse de ces données m'ont permis d'établir une critique d'authenticité de chacune des parties de cette façade. De ce point de vue, j'ai ainsi constaté que les deux derniers niveaux de la tour ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques et formelles que le reste de la façade. Et effectivement, d'après les données historiques connues, ces deux étages auraient été ajoutés en 1366. Toutefois, d'après l'analyse du bâti que j'ai réalisée, cette modification ou cet ajout aurait conduit à la suppression d'un porche d'entrée et d'une tribune. Finalement, ce résultat m'a conduit à m'intéresser et à rapprocher mon objet d'étude aux massifs occidentaux carolingiens, présentant les mêmes caractéristiques techniques et formelles que cette façade que j'ai étudiée. En effet, ces corps occidentaux des églises construites entre le IXe et le XIe siècle possédaient systématiquement un porche, des étages, une tribune et des tours. De plus, ils ont longtemps été considérés comme des espaces dédiés à l'empereur, une hypothèse plutôt séduisante au vu du lien particulier qu'avait le chapitre de Saint-Thomas avec la famille impériale des Hohenstaufen durant la deuxième moitié du XIIe siècle. Je vous remercie de votre attention. C'est maintenant au tour d'Aurégane Lemierre, qui est étudiante à l'EHESS, dont le sujet de recherche s'intitule « Représenter la triche aux cartes, un langage des mains et des regards ». Bonjour à tous. Vous connaissez sans doute le tricheur à l'as de carreau de Georges de la Tour. Mais vous connaissez par contre sûrement moins le tableau qui est projeté ici de Nicolas Tournier. Beaucoup d'œuvres représentant des tricheurs aux cartes sont totalement méconnues et c'est là l'enjeu de mon étude, rassembler et étudier toutes ces œuvres. J'ai alors entrepris une grande recherche iconographique qui a été une véritable chasse au trésor. La plupart des œuvres que j'ai trouvées sont des énigmes, souvent anonymes, non datées et jamais étudiées. Mais pourquoi représentait-on la tricherie ? Évidemment, on se dit tous que le tricheur est une figure transgressive, rimant dans nos esprits avec taverne, jeu, paris d'argent, alcool, violence. Tout un monde de la nuit obscur et sale y est associé dans nos têtes. On se dit alors naturellement qu'il s'agit sûrement de dénoncer les péchés et vices de ces personnages. Cela étant, cette noirceur n'est finalement pas l'élément principal mis en avant par les peintres. Représenter la triche, c'est avant tout dépeindre des activités quotidiennes, particulièrement appréciées de la population.
Les gens aiment jouer et tricher, ça fait partie du jeu déjà à l'époque. Qui n'a jamais regardé dans le jeu de son voisin au cours d'une partie cartes ici? J'ai donc observé ces toiles et j'y ai vu des œuvres très théâtrales racontant de véritables histoires. En tant que spectateurs, nous sommes inclus dans l'action par un personnage qui apostrophe le public, comme dans un aparté au théâtre. Donc ici, chez Nicolas Tournier, un peintre français du XVIIe siècle, nous avons un joueur qui se retourne et nous regarde. Il dévoile également son jeu. Si vous êtes observateur, vous avez peut-être noté qu'il a un as de cœur représenté à l'envers dans sa main. En cartomancie, le fait de représenter l'as de cœur à l'envers renvoie à des difficultés quelconques pour le personnage. Donc ici, on peut interpréter que le joueur n'a pas un très bon jeu, il cherche alors de l'aide auprès de nous, qui sommes témoins de la scène. Les valeurs des cartes sont en effet une clé de lecture essentielle et participent à la profondeur de la narration dans la toile. En conclusion, on pourra dire que les œuvres représentant des tricheurs et des joueurs aux cartes sont des œuvres très intéressantes. Les jeux de regard répondant aux jeux de main, ainsi que l'intégration du spectateur, la théâtralité, les symbolismes des cartes, tous ces éléments donnent véritablement vie à la scène. Il s'agit de peintures du quotidien dans lesquelles absolument tout le monde se reconnaît. Elles s'inscrivent alors dans une longue tradition visuelle de l'humanité où on cherche à se représenter et à s'entourer d'images que nous aimons, qui nous ressemblent et qui nous font rire. Je vous remercie. J'appelle à présent Léa Grande de l'Université Lumière Lyon 2 qui travaille sur les albums de dessins originaux français du Musée des Arts Décoratifs de Paris entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais pour ma part vous inviter au Musée des Arts Décoratifs de Paris et plus particulièrement au cabinet des dessins où sont conservées plus de 200 000 œuvres sur papier. Une collection d'une richesse inouïe et pourtant assez méconnue, où se trouvent notamment 3 albums de dessins originaux qui portant l'étiquette « Dessins français, 16e, 18e siècle ». Je vous propose aujourd'hui de mener l'enquête avec moi, comme je l'ai fait, pour essayer de comprendre ce que cachent ou révèlent ces 3 albums. Tout d'abord, prenons-les. Nous les ouvrons et nous constatons qu'à première vue, il s'agit de dessins anciens, plusieurs centaines, collés sur des feuilles et classés par ordre alphabétique d'auteur. Intéressons-nous maintenant aux mobiles. Pourquoi ces feuilles ont-elles été conservées ainsi? Parce que les dessins sont beaux, manifestement oui, mais pas seulement. Il faut remonter dans la seconde moitié du XIXe siècle, au moment où les nations européennes s'affrontent dans une compétition industrielle féroce. Le musée des arts décoratifs naît dans ce contexte. Il s'agit pour lui de proposer à l'aide d'objets anciens des modèles aux créateurs industriels français afin qu'ils s'en inspirent et fassent paraître le beau dans l'utile. Ces créateurs ont la possibilité de se rendre à la bibliothèque et de consulter ce genre d'album pour pouvoir s'inspirer de photographies, de gravures et de dessins. Les dessins français, dits d'ornement et de décoration, comme ils le sont dans nos albums, sont alors considérés à l'époque comme autant d'exemples, en fait, de l'excellence du goût français des siècles précédents. Mais donc on peut imaginer que le mobile était à la fois esthétique, utilitaire et nationaliste. Mais les dessins, si nous nous intéressons aux dessins, que nous disent-ils vraiment ? En réalité, ils sont d'une variété extraordinaire. Vous trouvez des projets d'architecture, des modèles d'objets comme des vases, des horloges comme celui-ci. Et en fait, cette variété sert aux hommes et aux femmes de la fin du XIXe siècle de montrer que les dessins dits d'ornement sont au moins égaux aux dessins des beaux-arts et qu'ils n'ont pas à en être séparés. Et que leur richesse incroyable permet donc d'inspirer les créateurs modernes. En fait, ces albums que nous avons devant les yeux, il s'agit d'un manifeste pour réhabiliter ces dessins. En concluant notre enquête et en fermant ces albums, nous comprenons donc qu'il ne s'agit pas seulement de dessins, de beaux dessins, mais que ces albums racontent également une histoire. Je vous remercie de l'avoir écouté. La prochaine candidate s'appelle Iris Romagné.
Elle est étudiante à l'École du Louvre et nous présente ses recherches sur l'iconographie européenne des aventures de Télémaque de Fénelon au XVIIIe siècle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quoi de plus français que les aventures de Télémaque, livre écrit par Fénelon pour l'éducation des petits-fils de Louis XIV. Cependant, dès sa publication en 1699 à La Haye, ce livre ne peut se comprendre que dans sa dimension européenne. Et de fait, son iconographie fut très prolifique en Europe, portée non seulement par de nombreuses éditions illustrées, mais également par les beaux-arts et les arts décoratifs. Or, cette iconographie reprend les codes de nombreuses autres iconographies, ce qui s'explique en fait assez aisément par l'écriture même de Fénelon, remplie de clichés, de topoi et d'archétypes. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un véritable décalage entre les interprétations dont les représentations de ce livre témoignaient et le sens premier voulu par l'auteur. Et voici 3 exemples de ce décalage. Premièrement, Fénelon condamnait les plaisirs de l'amour dont il avertissait les dangers dans un épisode de l'île de Calypso. Or, c'est cet épisode qui fut particulièrement représenté par les artistes, non pas pour montrer la morale, mais au contraire dans une veine plutôt galante. Deuxièmement, Fénelon était, quoique condamné par l'Église, un fervent catholique. Mais c'est en Allemagne et en Angleterre que la réception de son œuvre fut particulièrement importante. Enfin, Fénelon rêvait d'un gouvernement contrôlé par une vieille noblesse conservatrice, et au XVIIIe siècle, il fut vu comme un précurseur des Lumières. Il y avait donc un décalage, et les représentations que j'ai étudiées rendent bien compte de ce décalage. Je me suis intéressée en particulier au cas espagnol, seul pays qui fut gouverné par l'un des 3 élèves de Fénelon, l'ancien duc d'Anjou, Philippe V Bourbon. Mais mes recherches ont montré qu'il y avait une certaine timidité face à la représentation du Télémaque, pourtant largement lue, et on le sait, dont l'iconographie était présente par l'envoi d'objets venus de l'étranger, en particulier de France et de Flandre. Cette timidité pourrait peut-être s'expliquer par un malaise face à la figure de Fénelon, dissident politique et religieux. Cependant, le Télémaque trouve une place non négligeable au sein des académies espagnoles, particulièrement également à la fin du XVIIIe siècle. Il bénéficie en fait du renouveau pour le goût classique qui marque la fin du siècle. Beau parcours finalement pour une œuvre dénigrée à son origine, qualifiée de simple roman, appellation, on le sait, très péjorative. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre Florian Dolady, qui est lui aussi étudiant à l'École du Louvre, comme notre candidate précédente, mais sur un tout autre sujet, puisque nous allons parler art africain et musée, avec une recherche intitulée « L'objet Fang, diversité des discours muséaux ». Mesdames, Messieurs, bonjour. Fang, Paouin et Kang, derrière ces noms, ces ethnonymes si souvent convoqués par le milieu de l'art africain, on trouve des groupes de populations qui ont en commun une langue bantoue, le Fang. Vous-même, si vous avez suivi la Coupe du Monde en 2010, vous connaissez sans vous en douter quelques mots de Fang. Waka Waka, c'est du Fang. Au XIXe siècle, ces peuples arrivent au sud du Cameroun et au nord du Gabon, où ils sont actuellement 30% de la population. Si les soldats de l'Empire colonial français se heurtent à la résistance de ces guerriers face à la colonisation, au début du XXe siècle, un engouement pour les premiers objets venus des rives de l'Ogooué a lieu en métropole. En 1905, quand Vlaminck donne son premier objet africain à Derain, c'est un masque Fang. Lorsque les peintres cubistes sont exposés à New York, entre leurs tableaux, on peut voir des statues Fang. Depuis, cet engouement ne s'est jamais arrêté. Encore l'an dernier, l'enchère la plus élevée sur une vente d'objets africains, c'était un relief Kerm Viaille, vendu 2,92 millions de dollars à Sotheby's. Dans nos musées contemporains, j'ai pu mettre en avant la diversité des muséographies et la diversité des approches muséographiques de l'objet Fang. Au Quai Branly, j'ai pu appeler celle-ci une approche ethno-artistique.
Les objets sont classés, analysés, présentés au prisme de l'ethnie, puis sublimés dans une muséographie en black box de Jean Nouvel. L'exemple le plus radical de cette muséographie, ce fut en 2017 l'exposition de Louis Perroy, Forêt natale, au Quai Branly. Au musée d'ethnographie de Neuchâtel, la statue Fang, elle, sert plutôt à un discours critique, une autoréflexion sur le musée et sur l'institution anthropologique. À Lyon, les objets des Kota, un peuple voisin des Fang, servent un discours généraliste pour une portée plus universelle. À Genève, par contre, les objets Fang servent à parler d'un personnage historique précis, Fernand Grébert, un pasteur en mission au Gabon, au début du XXe siècle. On voit donc qu'en faisant ce catalogue de muséographie, je ne cherchais pas uniquement à faire une liste d'exemples, mais au moment où le rapport entre l'objet africain et le musée européen reste débattu, à l'aune de la question des restitutions et du poids de l'histoire coloniale sur ces objets, c'était un moyen de révéler les discours anthropologiques, culturels et patrimoniaux qui sous-tendent ces présentations. Merci de votre écoute et bon courage à la candidature suivante. Alors peut-être que vous avez déjà un coup de cœur pour l'un de nos candidats, l'un de ces sujets de recherche. Et je vous rappelle donc que vous pouvez, vous aussi, public de la salle Labrouste ou public qui nous regarde en ligne, voter sur le site de l'INHA, www.inha.fr, concours Mon Master en Histoire de l'Art en 180 secondes. Attendez peut-être la fin de toutes les présentations pour choisir le candidat que vous avez vraiment envie de soutenir. Nous accueillons maintenant Joy Cador, qui est étudiante à l'université Panthéon-Sorbonne et qui présente son travail sur le revival dionysiaque dans l'Angleterre victorienne, une étude autour de l'œuvre de Laurence Alma-Tadema. Vous autres, amateurs d'art, rats de bibliothèque mais aussi rats de musée, vous rencontrez lors de vos déambulations dans ces institutions que sont le musée du Louvre, le Prado ou encore le musée des Augustins, la figure de Dionysios Bacchus, dieu de la vigne et du vin, en compagnie de son cortège que l'on appelle son chiase. Face à ces tableaux, vous tâchez alors de reconnaître la patte d'un artiste, un style associé à un mouvement, le néoclassicisme, ou à une époque. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, ne vous êtes-vous jamais demandé si Bacchus lui-même ne peut-il pas être associé à l'idée de nationalité ? Tel est l'enjeu de mon travail portant sur le revival, c'est-à-dire le retour de la thématique dionysiaque dans l'Angleterre de la reine Victoria autour de l'œuvre de Laurence Alma-Tadema, un artiste originaire des Pays-Bas, représentant de ce Victorian Classical Revival pendant du néoclassicisme français. Le point de départ de mon travail ? Un bon verre de vin, comme toujours. Ou plutôt sa cité, Bordeaux, avec une exposition Bacchanal moderne présentée en 2016 au Musée des Beaux-Arts. Le propos scientifique de Bacchanal moderne ouvrait un large champ de recherche sur la thématique bachique à l'échelle européenne. Il s'agissait en effet dans cette exposition de présenter les multiples traitements bachiques à travers les œuvres plastiques en France au XIXe siècle, époque où l'on assiste à un véritable monopole du mythe dionysiaque, dont la naissance de la tragédie de Nietzsche est davantage une manifestation qu'un élément déclencheur. Toutefois, si Bacchus envahit les cimaises du salon français au XIXe siècle, qu'en est-il outre-Manche ? Le dépouillement des livrets de la Royal Academy tend à nous montrer que ce n'est pas le cas. Certes, prenant en compte les différences non négligeables qu'il existe entre ces deux institutions, il n'en demeure pas moins que les œuvres consacrées à Bacchus et à ses condisciples sont au grand maximum, au nombre de 6 à l'exposition annuelle. Dès lors, comment expliquer cette absence ? Est-ce à mettre en relation avec la réputation viticole de l'Angleterre ? J'ai préféré une autre hypothèse. Le revival dionysiaque au sein de l'œuvre de Laurence Alma-Tadema serait, à mon sens, un revival tacite, un revival suggestif, un revival du détail. Arrêtons-nous pour terminer sur le cas de Spring, une œuvre réalisée par l'artiste en 1894. Que voyons-nous ? Derrière une apparente représentation des Floralia, ces fêtes organisées en l'honneur de Flore, se cache un certain nombre de détails dionysiaques que sont cet étendard comportant des vers adressés à Priape, dieu de la fertilité, intrinsèquement lié à Bacchus, ou encore ces bustes de satyres en argent portant un Dionysos enfant
Et enfin, ces décorations de faune et bacchante dans les tympanas et œils de bœuf, directement inspirées des fresques de la maison des Dioscuries, dont l'excavation a eu lieu à Pompéi un an avant ce tableau. Je vous remercie. Nous allons maintenant écouter Amandine Martin, étudiante à l'Université de Grenoble-Alpes, nous présenter son travail sur la représentation du paysage, sites et monuments japonais dans les livres de voyage de photographes britanniques de 1889 à 1910. Bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, le Japon sera le pays invité de la prochaine édition du Festival de l'Histoire de l'Art. C'est justement sur le Japon, et plus précisément sur la représentation de ces paysages, sites et monuments dans les photographies de 3 voyageurs britanniques que porte ma recherche en histoire de l'art. Ces 3 voyageurs sont Isabella Bird, le révérend Walter Weston et le reporter Herbert Ponting. Ils ont en commun d'avoir été membres de la Société royale de géographie de Londres à l'époque victorienne et de s'être rendus au Japon entre 1889 et 1910. Le but de ma recherche était alors de montrer comment leurs photographies croisaient les esthétiques du pittoresque, du documentaire et des estampes japonaises ukiyo-e. Les photographies de Walter Weston et Herbert Ponting sont visibles dans leurs récits de voyage, consultables en ligne, mais pour Isabella Bird, c'est la Librairie nationale d'Écosse qui m'a fourni une copie de son album. La période choisie me permet de mettre en valeur un contexte technique et esthétique en transition. C'était un moment où des groupes de photographes affirmaient le statut artistique de la photographie, alors qu'elle était encore considérée comme un outil scientifique, voire comme une curiosité par le grand public. Les 3 voyageurs de ma recherche illustrent cette évolution. Isabella Bird photographiait ses expériences pour mieux les transcrire, tandis que 10 ans après, Herbert Ponting s'inspirait, entre autres, de la célèbre série des 36 vues du mont Fuji par Hokusai. Il faut dire aussi que le matériel photographique avait été perfectionné et allégé. N'importe quel touriste pouvait alors prendre des photographies instantanées partout dans le monde. C'est un fait important pour Walter Weston et Herbert Ponting car ils étaient passionnés d'alpinisme. Leurs clichés pris au sommet des montagnes japonaises sont d'ailleurs reproduits par des procédés photomécaniques novateurs dans le domaine de l'imprimerie. Je me suis aussi intéressée au registre des textes de ces ouvrages et il se trouve que le caractère documentaire se mêle souvent au sentiment de sublime. Quand ils approchaient des cratères de volcans, ils décrivaient l'excitation terrifiante que procuraient ces trous rocheux et profonds qui menaçaient d'exploser. Comme le Japon fascinait tout l'Occident, il y avait plein d'images pittoresques de ces lieux remarquables qui circulaient. En comparant les photographies de diverses personnalités de l'époque, j'ai remarqué que les mêmes lieux étaient souvent représentés comme les lacs, les cascades et les sanctuaires. Ce sont des motifs typiques du paysage japonais en lien avec l'histoire et les croyances de l'archipel. On les retrouve dans les guides touristiques de l'époque qui reprenaient la tradition des meisho ou lieux célèbres en japonais. Finalement, je pense que cette recherche mérite d'être encore approfondie de manière interdisciplinaire et je vous remercie pour votre écoute. Nous restons autour de 1900, mais en revenant en France avec Florent Allemand, qui a fait son master à l'École du Louvre sur Camille Alaphilippe, 1874-1939 peut-être, il y a un point d'interrogation, prix de Rome de sculpture en 1898, de l'art nouveau à l'art déco. Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'historien de la sculpture du XIXe siècle est un historien heureux. Sans aucun doute, j'ai été cet historien au cours du mémoire de recherche dédié au sculpteur Camille Alaphilippe que j'ai pu mener lors de mon Master 2 à l'École du Louvre. Mais, sous la célèbre phrase de Jacques Thuillier, se cache un historien mélancolique. Combien d'œuvres détruites, combien d'espoirs déçus, combien d'archives perdues. C'est aussi cette triste liste que j'ai eu à dresser en étudiant la vie d'Alaphilippe et en constituant le catalogue de son œuvre. Alaphilippe est né à Tours en 1874. À 20 ans, il arrive premier aux épreuves d'admission de l'École des Beaux-Arts, dont il sort 4 ans plus tard, couronné du prestigieux prix de Rome. Revenu à Paris en 1903, il y mène une double carrière
de sculpteur officiel au salon et de sculpteur décoratif dans l'atelier de grès d'Alexandre Bigot. Après la Première Guerre mondiale, ruiné et malade, le sculpteur quitte Paris pour Alger. Son œuvre s'y transforme au prisme de l'art déco. On perd la trace du sculpteur à partir de 1941. Mais l'étude d'Alaphilippe dépasse la simple biographie d'artiste. En effet, son œuvre reflète des préoccupations propres à son époque. Il ose remettre en cause les normes académiques. Il repense la sculpture d'après les innovations de Rodin et se tourne vers un nouveau matériau, le grès émaillé, pour concevoir des œuvres en couleur. En outre, le parcours d'Alaphilippe montre une volonté de lier l'art et la vie, de lier sculpture et décoration, de faire de l'art dans tout, comme les acteurs de l'Art Nouveau. Dans ce contexte, il collabore avec l'architecte Jules Lavirotte pour la réalisation d'une spectaculaire façade en grès coloré. Enfin, nous avons pu proposer de nouvelles interprétations iconographiques de ces œuvres. Arrêtons-nous un instant sur la Dame aux singes, car elle est loin d'être un objet vide de sens. En effet, la Dame aux singes convoque d'abord un imaginaire médiéval nourri par la littérature, les textes de François Villon et de Rabelais. Ensuite, elle entremêle les charmes féminins de la Belle Époque avec l'image sulfureuse de la femme fatale, image du vice vaincu par la vertu dans le singe enchaîné. Mais il peut aussi être le compagnon de la vertu, de la luxure. Enfin, la Dame aux singes révèle une ambiguïté d'interprétation propre au courant symboliste. Tout cet ensemble de choses a révélé dans l'œuvre d'Alaphilippe une richesse sémantique et iconographique d'une rare importance. L'œuvre d'Alaphilippe reflète des préoccupations propres à son époque, des mutations tout au long du XXe siècle. Merci de votre écoute. C'est maintenant au tour de Raphaël Villanueva, qui est étudiant à l'Université Panthéon-Sorbonne et qui présente sa recherche intitulée « De l'accession à la réussite, les premières femmes à l'École des Beaux-Arts de Paris, 1881-1925 ». Bonjour à toutes et à tous. La question des artistes femmes en France et dans l'histoire de l'art est très récente. Elle apparaît pour la première fois en 1871, lorsque Linda Nochlin, une historienne de l'art, présente dans la revue Art News l'article suivant « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» Eh bien, l'une des causes de cette non-présence de femmes dans les milieux artistiques, c'est la difficulté rencontrée par ces dernières à suivre une formation. Devenir artiste, apprendre le métier d'art, apprendre la peinture, la sculpture, la gravure, même l'architecture, constitue une épreuve parfois très difficile à surmonter pour les artistes femmes de la fin du 19e et du début 20e siècle. Tel est l'objet de ma recherche. Pour répondre à ces questions, pour comprendre ces difficultés, j'ai, en septembre dernier, décidé de centrer mon étude sur un établissement en particulier, celui de l'École des Beaux-Arts de Paris. En étudiant les archives de l'établissement, les différents journaux d'époque, les articles et revues traitant du sujet, j'ai pu découvrir le profil sinueux d'artistes femmes, de journalistes, de politiques également. J'ai, dans un premier temps, essayé de présenter au mieux les quelques possibilités offertes aux femmes en France, mais également à l'étranger, dans le milieu artistique de la fin du XIXe siècle. Et force est d'admettre qu'elles ne sont pas nombreuses. J'ai, par la suite, essayé d'expliquer les différentes étapes qui mènent à l'ouverture de l'École des Beaux-Arts de Paris pour les femmes, des premières pétitions en 1889 jusqu'à l'ouverture de 1897. Ouverture qui n'est que partielle, puisque les ateliers et surtout le Grand Prix de Rome ne leur est accessible qu'en 1900 et 1903. Enfin, j'essaie d'évoquer la réussite de ces artistes femmes à travers le Grand Prix de Rome, ce Graal incontesté pour tout élève entrant à l'école, et à travers le profil de Lucienne Nevelmans et d'Odette Pauvert, respectivement la première femme Prix de Rome en 1911 et première femme Prix de Rome de peinture en 1925. En outre, ce projet de recherche vise à présenter, à raconter de la manière la plus objective possible la carrière de ces femmes, leur lutte, leur espoir, mais également leurs nombreuses désillusions. Ça vise également à présenter le point de vue de l'École des Beaux-Arts de Paris, de son directeur, de son conseil supérieur et de son administration. Un mémoire comme celui-ci, portant sur le féminisme, sur l'histoire de genre, ne doit pas donner lieu à la facilité et ne doit pas caricaturer l'histoire. Cette histoire doit avant tout être présentée en prenant compte du
du point de vue de la société de l'époque sur les femmes artistes, mais également de l'image qu'a la société de l'époque sur l'enseignement réservé aux femmes. Je vous remercie. Le prochain candidat est Arthur Côme, qui était en master à l'université Panthéon-Sorbonne et qui a travaillé sur la musicalité des images dans le cinéma français entre 1918 et 1928, la naissance d'un art. Mesdames, messieurs, si je m'adresse à vous ici et aujourd'hui, c'est bien que le cinéma a quelque chose à voir avec l'art. Pourtant, si l'on s'intéresse à son histoire, on constate que le cinéma ne naît pas art, mais qu'il le devient au cours d'un long processus. C'est dans la France des années 20 que Ricciotto Canudo a désigné le cinéma comme étant le 7e art, synthèse des 6 autres. Or, si l'on s'intéresse... excusez-moi. Donc, synthèse des 6 autres. Pourtant, le cinéma, pour devenir un art à part entière, il a dû s'affranchir des autres arts, il a dû s'autonomiser, donc se débarrasser finalement des autres arts. Et pourtant, il ne parvient pas à se débarrasser tout à fait de la musique, puisque avant la fin des années 20, tous les films étaient muets, mais ils n'étaient jamais projetés en silence. Toujours, ils étaient accompagnés de musique lors des projections. Mais ce n'est pas cette musique-là qui nous importe, puisqu'elle n'est pas propre au film. L'accompagnement musical variait d'une projection à une autre et pour le même film. Non, la musique qui nous intéresse, c'est une musique silencieuse, inaudible mais visible, une musique pour les yeux qui a accompagné le cinéma des années 20 tout le long de la décennie. Alors comment percevoir cette musique silencieuse ? D'abord dans les textes. Les textes sur le cinéma des années 20 regorgent de vocabulaire emprunté à la musique. Abel Gance disait en 1923 « Le cinéma, c'est la musique de la lumière ». Mais bien sûr, cette musicalité des images s'exprime aussi dans les films. Pensons par exemple aux expériences de Germaine Dulac, qui tentait de traduire en images en mouvement des préludes de Chopin ou des arabesques de Debussy, par exemple. Mais alors, pourquoi cette musicalité des images est-elle si présente dans la France des années 20 ? Eh bien, c'est que nombreux sont les cinéastes qui ont reçu une formation musicale avant de réaliser leur premier film. Mais c'est aussi dû au croisement, à l'interpénétration entre les deux champs, musical et cinématographique. Saviez-vous par exemple que les compositeurs Erik Satie, Georges Auric et Darius Milhaud avaient été acteurs dans des films muets ? Saviez-vous que Ravel et Stravinsky fréquentaient des cercles cinéphiles en se rendant régulièrement dans des ciné-clubs ? Vous l'aurez compris, l'analyse de l'art du cinéma en tant qu'art nécessite de s'intéresser à cet apport de la musique sur les travaux cinématographiques. Et sachez que si je m'exprime devant vous aujourd'hui dans cette salle Labrouste, lieu consacré à l'histoire de l'art, c'est que la musicalité des images est passée par là et a donné ses lettres de noblesse artistique au cinéma. Je vous remercie. Je passe la parole à Lavinia Agawa de l'Université Paris-Nanterre pour son sujet de recherche intitulé « Comprendre et légitimer l'art-thérapie », revue Art et Thérapie, Jean-Pierre Klein, 1980-2019. Tout à fait. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, l'homme le plus âgé sur cette photographie, c'est Alejandro Jodorowsky, un artiste chilien que vous connaissez peut-être. Et ici, il est en train de presser très fermement les testicules du jeune homme présent à côté de lui. Ce dernier est donc en train de crier à plein poumon, et le tout se passe dans une église. Bon, je sais, c'est déroutant, mais vous allez vite tout comprendre, je vous l'assure. Quand je me suis lancée dans l'aventure du mémoire, j'ai décidé de m'intéresser à un sujet qui est encore balbutiant en histoire de l'art, l'art-thérapie, cette discipline qui s'est construite entre médecine thérapeutique et art. Malgré tout mon enthousiasme, j'ai rapidement été freinée par mes professeurs, notamment mon directeur, qui m'a reproché de ne pas inclure d'œuvres dans mon mémoire. Et oui, en art-thérapie, il n'y a pas systématiquement œuvre. Et le problème étant donné que, d'ailleurs sur les paroles de mon professeur, s'il n'y a pas œuvre, Lavinia, il n'y a pas processus d'artification, et donc ton sujet ne relève pas de l'histoire de l'art. Aïe.
Plutôt que de désespérer sous ma couette, j'ai décidé d'y voir un défi. Si le problème était que l'art-thérapie ne produisait pas d'œuvres, je devais chercher des œuvres qui s'appuyaient sur l'art-thérapie. C'est là qu'entre en jeu notre ami Alejandro Jodorowsky. Cet artiste remet toute sa carrière en question en 1995 en réalisant qu'elle n'a servi qu'à alimenter son propre ego. Il décide alors de créer un art qui aide les individus, son art pour guérir qu'il nomme la psychomagie. La psychomagie est une thérapie d'accompagnement artistique visant à accompagner des personnes touchées d'une quelconque vulnérabilité. Ici, ce jeune homme, par exemple, très synthétiquement, souffre de bégaiement chronique et de phobie sexuelle. Selon Alejandro Jodorowsky, le fait de crier et d'entendre ses cris à travers la coupole de l'église lui permet de combattre son bégaiement et cet attouchement au niveau de ses parties sexuelles lui permet de combattre sa phobie sexuelle. C'est assez complexe. Toutes ces œuvres mises en scène par Alejandro Jodorowsky sont en général des œuvres théâtrales, des performances théâtrales, à chaque fois filmées par la femme d'Alejandro Jodorowsky et souvent accompagnées par l'avis médical d'un médecin, psychiatre ou psychologue. Ce qui est, selon moi, absolument captivant dans la psychomagie, c'est qu'elle se propose de détourner l'essence même d'une œuvre d'art en la rendant complètement dépendante de son porteur, de ce jeune homme par exemple. Il ne s'agit alors plus d'une œuvre autotélique qui ne sert que sa propre descendance, mais une œuvre créée par et pour les individus. Dans d'autres termes, plus friands pour les historiens d'art, il ne s'agit plus du slogan « l'art pour l'art », mais un art pour l'homme. Merci à tous. Nous écoutons maintenant une autre étudiante de l'Université Paris-Nanterre, Davia Lagos Vincenzini, qui présente son travail sur l'œuvre sous-marine de Jason Decker-Taylor, Art et archéologie, sculpture avec la nature, de 2005 à 2019. Bonjour. Une petite rectification sur le titre, c'est Art et écologie. Voilà. Désolée pour les archéologues. Voilà, donc bonjour à tous. Je vais maintenant vous proposer de me suivre sous les mers et les océans pour partir à la découverte de l'œuvre du sculpteur Jason Decker-Taylor. Jason Decker-Taylor est un artiste anglais né en 1974 qui a passé son enfance en Malaisie. Là-bas, il s'est rapidement formé à la difficulté rencontrée par les coraux et a décidé, à partir de 2009 et en 2016, de créer 2 musées sous-marins. Son projet, c'est d'immerger des sculptures à pH neutre, de béton pH neutre, sous l'océan, pour créer des récifs artificiels. Ces sculptures sont moulées directement sur le corps des participants au projet. Une fois immergées sous l'océan, ces œuvres sont colonisées par des coraux, par des algues et des éponges, pour créer un univers qui va permettre à la biodiversité de revenir. Mais un musée sous-marin, c'est quelque chose d'assez étonnant. Mais passé cet étonnement, il nous permet de comprendre les enjeux de l'exposition. En effet, si on reprend la théorie de Brian O'Doherty, qui théorise le White Cube c'est la galerie, que vous la connaissez tous, avec des murs blancs, avec une lumière uniforme et où les œuvres sont placées à votre niveau de vision. Sous l'océan, c'est différent. La lumière, les couleurs et la visibilité varient toujours et tous les jours. Cependant, nous aussi, une fois immergés sous l'océan, nous avons un autre point de vue. Nous sommes en dehors nous pouvons nous projeter au-dessus de l'œuvre et tourner autour de manière libre. Ensuite, l'œuvre sous-marine de Jason Decker peut être
intégrée dans le courant actuel de l'art écologique qui cherche à... Ah, pardon. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, je dois présenter mes excuses à la précédente candidate dont j'ai complètement écorché le titre de son mémoire, qui était bien l'œuvre sous-marine de Jason Decker-Taylor, Art et écologie, sculptée avec la nature de 2005 à 2019, et c'est sans doute pour ça qu'elle était un peu perturbée au début de son intervention. Alors, notre dernière candidate est étudiante à l'École du Louvre. Elle s'appelle Élise Vassiliadis-Poiret et elle va s'interroger avec nous sur les expositions temporaires. Sa recherche s'intitule « Une exposition temporaire et durable est-elle possible ? Une revue raisonnée des pratiques de l'éco-conception ». 25 000 tonnes équivalent CO2. Ce chiffre peut vous sembler assez abstrait. Laissez-moi vous donner une image qui soit plus parlante. 25 000 tonnes équivalent CO2, ça, c'est le bilan carbone du Musée du Louvre en 2014 et cela représente les émissions d'environ 2000 Français en un an. Lorsqu'on étudie les différents bilans carbone des musées, on se rend compte que c'est la production d'expositions temporaires qui est l'activité la plus polluante. Et c'est sur ce point que j'ai voulu fonder ma recherche. Comment créer une exposition temporaire qui soit durable ? C'est vrai que ces deux notions peuvent sembler assez contradictoires. L'exposition est temporaire, éphémère, alors que l'écologie invite à penser au durable et au long terme. Pourtant, les questions environnementales ont toujours été présentes dans les institutions, et ce, dès les cabinets de curiosité, par la présentation de collections naturelles. Elles se sont ensuite développées dans les musées de sciences et d'histoire naturelle. C'est d'ailleurs en parlant de thématiques liées au réchauffement climatique que les musées ont cherché à créer une adéquation entre le fond de l'exposition et sa forme. Ainsi, dès la fin des années 2000, l'éco-conception s'est effrayée un chemin dans les musées, d'abord dans les musées de sciences, comme le Muséum national d'histoire naturelle. Elle est ensuite arrivée dans d'autres types de musées, comme celui du Quai Branly ou la Bibliothèque nationale de France. L'éco-conception est une démarche globale. Elle nous invite à intégrer de nouveaux mécanismes de travail qui soient plus respectueux de l'environnement. Lorsqu'on veut créer une exposition qui soit éco-conçue, on doit d'abord trouver les points les plus néfastes pour l'environnement. Dans l'exposition, les 3 points qui polluent le plus sont les suivants. Le transport des visiteurs, le transport et l'emballage des œuvres d'art et la scénographie, comme vous pouvez le voir sur l'image, de sa production à sa fin de vie. Pour ma recherche, j'ai rencontré des professionnels de musées et grâce aux entretiens que j'ai réalisés, j'ai pu créer une exposition type qui soit éco-conçue de A à Z. Par exemple, en privilégiant le train plutôt que l'avion pour transporter les œuvres, en réutilisant la scénographie d'une exposition à une autre, ou encore en repensant la durée globale des expositions. Je me suis aussi interrogée sur ce qui, aujourd'hui, freine encore le développement de l'éco-conception dans les musées. Par exemple, la législation, aujourd'hui, n'est pas assez contraignante avec les musées. De plus, il faudrait aussi sensibiliser davantage les professionnels de musées sur ce qu'il est possible de faire, comment le mettre en place et de casser certaines idées reçues. Une exposition éco-conçue ne coûte pas plus cher qu'une exposition classique. J'ai essayé de concevoir mon mémoire comme un guide qui, je l'espère, pourra servir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mon master en histoire de l'art en 180 secondes, c'est déjà terminé. Alors un grand merci à nos candidates et candidates. Bravo vraiment à vous toutes et tous. Notre jury va délibérer maintenant et nous nous retrouvons ici même à 16h pour la remise du prix de l'INHA. Mais vous qui nous regardez depuis chez vous ou qui êtes ici, salle Labrouste, vous avez sans doute envie de voter également. Alors vous pouvez vous connecter sur le site de l'INHA, www.inha.fr, pour choisir le ou la candidate que vous avez envie de soutenir. Vous pouvez voter jusqu'à 16h en ligne. Et le prix des internautes, qui est donc décerné en partenariat avec le Quotidien de l'Art, sera également remis ici même, salle Labrouste, à 16h. Donc on se retrouve soit salle Labrouste, soit en ligne à 16h pour la remise du prix du Quotidien de l'Art et la remise du prix de l'INHA. À tout à l'heure.